diplomatie malienne se porte à merveille. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de 6 pays amis. Tous entendent renforcer les relations de coopération entre leur pays et le Mali. La journée internationale de l'alphabétisation, c'est aujourd'hui. Lire le passé, écrire l'avenir, c'est le thème retenu cette année par les Nations Unies. Une façon d'inverser la tendance des 800 millions de personnes qui ne savent ni lire et ni écrire à travers le monde. Rencontre trimestrielle entre la BCAO Mali et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. Au menu des échanges, la mise en œuvre du bureau d'information sur le crédit dans l'espace UEMOA et le coût de formalisation des garanties. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Balai diplomatique à Koulouba cet après-midi. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit de celui du Japon, de l'Italie, de la Hongrie, du Bangladesh, des Pays-Bas et du Kenya. Et tous entendent renforcer les relations de coopération entre leur pays et le Mali. À retrouver au cours de ce journal le reportage de Amadou Sankaré qui vient juste de regagner la maison de la radio. Balai diplomatique donc à Koulouba cet après-midi. 6 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit de celui du Japon, de l'Italie, de la Hongrie, du Bangladesh, des Pays-Bas et du Kenya. Ces ambassadeurs entendent renforcer les relations de coopération entre leur pays et le Mali. Plus de détails au cours de ce journal avec Amadou Sankaré qui vient juste de regagner la maison de la radio. Présentation de l'aide de créance au président de la République cet après-midi donc à Koulouba. En 3 du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, les bons points de l'agriculture. C'est le titre d'un magazine réalisé par la rédaction. Dans ce document signé Mamari Kone, on nous rappelle la volonté politique du chef de l'État de faire de l'agriculture le moteur du développement du Mali. Tenez par exemple, un grand pas a été franchi lors de la campagne agricole 2016 avec la mise à la disposition des producteurs de 1000 tracteurs. Après 3 ans d'exercice, beaucoup d'efforts ont été consentis dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire. Suivons. 5 ans de mandature, déjà 3 ans d'investissement intense dans l'agriculture. Le régime Ibeka entend faire du Mali une puissance agricole. Au regard des efforts consentis par le gouvernement, l'agriculture demeure plus que jamais l'un des piliers de l'émergence de notre pays. Premier signe de cet intérêt, l'affectation de 15% du budget national à l'agriculture. Cela n'est pas rien pour un pays où plus de 80% de la population active vit de l'agriculture. L'agriculture malienne est aujourd'hui bâtie sur la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et qui voudrait faire notre agriculture une agriculture compétitive, productive, durable, labellisée et transformée. Pour la campagne agricole 2016-2017, les ambitions de production ont été revues à la hausse. C'est ainsi qu'il est attendu 8 800 000 tonnes de céréales sèches et 650 000 tonnes de coton graines. Avec ces statistiques, la campagne agricole 2016-2017 sera certainement celle des records, surtout en zone cotonnière. De 2013 à nos jours, beaucoup d'efforts ont été consentis par la haute autorité du Mali pour asseoir la culture du coton dans la zone CMDT. Vous savez que cette production cotonnière implique aujourd'hui plus de 2 tiers de la population malienne. Si nous regardons par rapport à la superficie qu'occupe la zone CMDT à l'intérieur de notre pays. Dans le domaine de l'élevage et de la pêche, les actions politiques ont porté essentiellement sur la réalisation d'infrastructures de production, de commercialisation, de transformation et de distribution des produits d'origine animale et halieutique. L'élevage et la pêche, c'est à peu près 19% du produit intérieur brut.
L'élevage, c'est le troisième fournisseur de devises du Mali après le coton et l'or. Et en termes de revenus générés, 30% de nos populations dépendent de l'élevage pour la totalité de leurs revenus. En ce qui concerne les passeurs, c'est à peu près 80%, ce qui est énorme pour un pays comme le Mali. Voilà, à suivre donc l'intégralité de ce magazine après ce journal. Et nous avons des communiqués. La section RPM France et la mouvance présidentielle du Mali en France notent avec beaucoup de satisfaction les efforts fournis par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta depuis 3 ans à la tête du pays. Elle salue les réalisations faites dans tous les secteurs d'activité et reste optimiste pour la suite. Et le comité exécutif de l'Union des forces démocratiques UFD exprime sa reconnaissance au président de la République et à son gouvernement pour tous les efforts déployés du 4 septembre 2013 à nos jours. L'UFD se réjouit du démarrage des grands chantiers et de la signature de l'accord de paix pour la réconciliation nationale, seul gage pour de lendemains meilleurs. L'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de l'intégration africaine du Mali adresse ses chaleureuses félicitations au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, chef suprême de la diplomatie du Mali, à l'occasion du 3e anniversaire de son investiture à la magistrature suprême de notre pays. Elle saisit cette heureuse occasion pour souhaiter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, plein succès dans toutes ses entreprises visant le bien-être du peuple malien ainsi que le recouvrement de l'intégrité totale et entière du territoire du Mali. Le Premier ministre Modibo Keïta a présidé ce matin le conseil de cabinet. La rencontre a statué sur 2 points. Il s'agit des critères et normes pour la mise en place d'un service d'audit interne au sein des départements ministériels ou d'un service public ainsi que la politique nationale de protection sociale. Cette politique nationale de protection sociale et son plan d'action 2016-2018 va désormais servir de cadre de référence à toutes les interventions en matière de protection sociale. Elle intègre de nouvelles mesures telles les programmes de filets sociaux utilisés comme moyen crédible de lutte contre la pauvreté. Elle vise notamment le rapprochement des institutions de sécurité sociale et l'amélioration de la qualité des services au bénéfice des populations. Nous allons rester à la primature où le chef du gouvernement, Modibo Keïta, a successivement reçu en audience cet après-midi la représentante de la Banque africaine de développement, BAD, et l'ambassadeur de France au Mali, tous deux en fin de mission. La représentante de la BAD a salué les relations entre son institution et le gouvernement du Mali. Quant au diplomate français, il a rendu hommage aux autorités maliennes pour les efforts consentis en faveur de la paix. Moussa Fane pour le compte-rendu. L'ambassadeur de France au Mali en fin d'émission, Gilles Huberson, est venu présenter ses adieux au Premier ministre Modibo Keïta. Les diplomates français se disent satisfaits de l'état des relations entre Bamako et Paris. Gilles Huberson garde plusieurs souvenirs de notre pays. Je suis venu lui dire à la fois l'immense honneur qu'a été pour moi le fait d'être ambassadeur dans ce beau et grand pays qu'est le Mali, et en même temps que l'immense honneur, l'immense bonheur que ces 4 années ont pu être à titre personnel. J'en retiens le sentiment et la certitude que le Mali est vraiment sur la bonne voie, que ce pays est en train d'évoluer favorablement sous le leadership de son président Ibrahim Boubacar Keïta. Auparavant, le chef du gouvernement avait reçu en audience la représentante de la Banque africaine de développement BAD au Mali qui est également en fin de séjour. Pour Hélène Garlène Gangan, son institution et le gouvernement du Mali ont travaillé ensemble sur plusieurs sentiers. Elle n'a pas manqué de remercier les autorités maliennes quant à leur franche collaboration. J'ai un sentiment, une grande tristesse de partir, parce que c'est un pays auquel, évidemment, je me suis attachée. 4 ans, ce n'est pas rien dans la vie de quelqu'un. Et puis, évidemment, au niveau ici à Bamako, la franche collaboration
puisque ça fait 4 ans que je suis ici, avec les gouvernements qui se sont succédés. Vraiment une excellente collaboration entre le gouvernement du Mali, quelle qu'était l'époque, et la Banque africaine de développement. Je voudrais profiter de cette occasion également pour présenter M. Alain-Pierre Monampeka, qui pour l'instant est chargé du portefeuille, c'est-à-dire que c'est lui qui gère tous les projets que nous avons ici au Mali. C'est lui qui en assure la gestion. Au moment où les deux personnalités s'apprêtent à quitter le Mali, elles ont affirmé retenir une image positive des braves populations maliennes. Place de la République, les honorables députés en plénière, aujourd'hui, ils ont accepté le renvoi de la mise en œuvre de la loi des finances en mode programme en janvier 2018. Ce renvoi permettra à notre pays de finaliser ses textes sur l'harmonisation et de renforcer les capacités des acteurs chargés de la mise en œuvre du budget. Et c'est le ministre de l'économie et des finances, Boubou Cissé, qui défendait en question le projet de loi. Modibo Mariko reviendra là-dessus au cours de ce journal. Nous avons cette déclaration de l'ADEMA suivant le décret numéro 2016-0020 PRM du 16 août 2016. Le gouvernement de la République du Mali a convoqué le collège électoral le dimanche 20 novembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national à l'effet de procéder à l'élection des conseillers communaux. L'ADEMA PSG prend acte de cette décision. L'ADEMA PSG invite donc le gouvernement de la République à prendre les dispositions pour réunir les conditions sécuritaires pouvant garantir l'organisation d'une élection inclusive, transparente et crédible sur toute l'étendue du territoire national. Arrêtons-nous à présent sur ce chiffre, 800 millions. Il s'agit du nombre de personnes qui ne savent ni lire et ni écrire à travers le monde. Les Nations Unies, à travers l'UNESCO, veulent inverser cette tendance. C'est ce message clé qui a été véhiculé tout au long de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Une 8e édition placée sous le patronage de l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga. Lire le passé, écrire l'avenir, c'est le thème international retenu cette année. Mariam Sagara nous en parle. Quand on ne sait ni lire ni écrire, le monde se rétrécit. Une pensée de Gérard Louviot qui corrobore le combat de l'UNESCO depuis 1965 pour sortir des millions de personnes de l'obscurantisme. Après 50 ans d'alphabétisation, plusieurs adultes non scolarisés sortent de l'ombre pour scruter l'horizon et partager leur savoir. Cette année, l'UNESCO fête les 50 ans de l'alphabétisation avec le thème qui nous a été rappelé tout à l'heure, lire le passé, écrire l'avenir. Pourquoi se focaliser cette année sur le passé et l'avenir? Parce que 50 ans, c'est un demi-siècle. Il est important, après un demi-siècle, d'avoir un regard rétrospectif pour évaluer les acquis et tirer les leçons. La directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, dit plus précisément que cette journée qui a été proclamée en 1966 et depuis nous a permis d'observer des progrès considérables. Lire le passé et écrire l'avenir est un thème qui aiguise la curiosité des néo-alphabètes dans notre société. Lire le passé nous interpelle sur ce que nous avons réalisé en termes d'acquis et d'échecs dans le domaine de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle, de la formation professionnelle et des activités de post-alphabétisation. Écrire l'avenir nous amène à nous projeter dans le futur, dans une synergie de nos efforts pour faire acquérir aux milliers de néo-alphabètes les finalistes des centres d'éducation pour le développement et des centres d'éducation pour l'intégration des connaissances instrumentales et des compétences de vie courante afin de leur permettre de s'insérer dans la vie socio-économique. L'alphabétisation est une éducation qui ouvre les routes de la réussite et du bonheur des populations à la base. Un objectif recherché par la marraine de la journée qui s'engage à hisser le taux de l'alphabétisation dans notre pays. L'UNESCO tente de mettre en évidence la portée incontournable de l'alphabétisation
et déclare avec force: l'alphabétisation est un droit humain et le fondement de l'apprentissage tout au long de la vie. Elle autonomise les individus, les familles et les communautés et améliore leur qualité de vie. Grâce à son effet multiplicateur, l'alphabétisation contribue à éliminer la pauvreté, réduire la mortalité infantile, infléchir la croissance démographique, atteindre l'égalité des genres et assurer le développement durable, la paix et la démocratie. Cette journée riche en enseignements a permis à la célèbre troupe Nyogolon de convaincre les plus réticents de la cause. Des prix ont été décernés aux lauréats du concours en langue nationale. Madame Keita Aminata Maïga a remis un chiwara à la famille de notre collaborateur Lamine Tchekoura Koulibaly. Ce journaliste infatigable de l'ORTM a consacré toute sa carrière à l'école malienne avant de nous quitter en avril 2016. Et à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation, l'Union des forces démocratiques pour le progrès, UFDP Samaton, rappelle publiquement son adhésion irréversible à la politique nationale de lutte contre l'analphabétisme par la valorisation des langues nationales, clame sa foi en la lutte contre le fléau. L'UFDP est plus que jamais convaincue qu'une vieille nation comme le Mali ne saurait dignement sortir d'une crise multidimensionnelle et se bâtir honorablement sur les bases de l'accord d'Alger en faisant fi de ses valeurs culturelles fondamentales qui sont les langues nationales. Lancement des activités de la coordination nationale pour la justice juvénile au Mali, c'est au ministère de la Justice. Cette coordination a pour mission, entre autres, de contribuer à la promotion des droits des enfants en conflit avec la loi et de lutter contre la récidive. Le reportage de Sorana Kamiso. Il existe désormais une coordination nationale pour la justice juvénile au Mali. Elle vient renforcer les mécanismes judiciaires en matière de délinquance juvénile. Cela par des mesures susceptibles de promouvoir davantage les droits des enfants en conflit avec la loi. Afin d'opérationnaliser ce mécanisme, le ministère en charge de la justice et des droits de l'homme, Garde des Sceaux, en partenariat avec Terre des Hommes, a organisé la présente rencontre. Un des objectifs centraux de la Fondation Terre des Hommes et de sa délégation au Mali est d'améliorer l'accès à la justice pour les enfants en conflit avec la loi en renforçant l'efficacité des mécanismes et des procédures qui garantissent et rendent effectifs leurs droits. La présidente de la toute nouvelle coordination s'est dit prête à relever les défis qui l'attendent. Nous allons d'abord voir avec les partenaires, faire la cartographie des intervenants pour voir qui fait quoi, organiser un peu pour éviter même les répétitions dans les actions, essayer de réorienter les interventions. Cette coordination doit en même temps contribuer à renforcer les droits des enfants en conflit avec la loi. Elle doit également concourir à l'amélioration de leur insertion socio-professionnelle. Cette coordination nationale de la justice juvénile au Mali regroupe 8 ministères concernés par la protection de l'enfance. Sa création est la concrétisation des recommandations issues du Congrès mondial de la justice auquel le Mali a pris part à Genève en janvier 2015. Autre grand titre de ce journal, il s'agit de la tenue de la rencontre trimestrielle entre la Direction nationale de la BCEAO au Mali et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. Au menu des échanges, la situation de la mise en œuvre du bureau d'information sur le crédit dans les États membres de l'UEMOA et le coût de la formalisation des garanties. La Direction nationale de la BCEAO au Mali s'est aussi prononcée sur le cas de la pièce de 250 francs CFA. Cette pièce reste toujours valable, elle n'est pas démonétisée. Mohamed Ouloumamouni, reportage. 13 points au centre des discussions de cette énième rencontre trimestrielle. Elle réunit les responsables de la Direction nationale de la BCEAO au Mali et ceux de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. Parmi les points à l'ordre du jour, celui relatif à la question du coût de la formalisation des garanties. Aujourd'hui, on constate véritablement que le coût de la formalisation des garanties
prises par les banques pour financer les PME constituent vraiment des coûts extrêmement élevés et qui entravent donc le financement des PME. Nous allons soumettre à l'attention des autorités maliennes, notamment le ministère de l'économie et des finances, pour qu'une large concertation puisse s'ouvrir avec le système bancaire, avec la Banque centrale. Cette rencontre a aussi fait le point sur la mise en œuvre des recommandations de la précédente réunion et des avancées ont été enregistrées. Beaucoup de recommandations ont été mises en œuvre. Nous avons demandé, par exemple, qu'on commence à consulter un peu plus les rapports de solvabilité. Le cas de la démonétisation de la pièce de 250 francs s'est invité au débat et le directeur national de la BCEAO au Mali est on ne peut plus clair. On ne peut pas démonétiser une coupure de billets ou de pièces de monnaie sans une communication préalable. Et c'est sur de longues périodes. La pièce de 250, c'est une monnaie qui est valable. Donc, le message à faire passer, c'est que le vendeur de biens et services, le créancier, sont tenus de l'accepter en paiement. Une campagne de sensibilisation sera initiée dans les jours à venir sur le cas de la pièce de monnaie de 250 francs. Un mot de la tournée du ministre du Développement industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim, et sa délégation ont fait escale dans la ville de Bougouni pour visiter l'usine Alcoma. Cette unité industrielle est spécialisée dans la fabrication de l'huile alimentaire et de l'aliment bétail. Le ministre, lors de sa visite guidée, a pu recenser les difficultés sur place et a promis d'y apporter des solutions. Et c'est cette étape qui a mis fin donc à cette tournée dans la région de Sikasso, nous signale notre envoyé spécial Mohamed Ould Mamouni. Fin de la tournée du ministre du Développement industriel. La Mauritanie entend faire du port de Nouakchott celui du Mali. C'est là en accordant aux opérateurs économiques de notre pays de nombreux avantages liés à l'utilisation de ces installations. Au cours de leur séjour dans la capitale mauritanienne, nos hommes d'affaires ont visité des installations portuaires ainsi que les entrepôts maliens en Mauritanie et ils ont en outre eu une séance de travail avec le ministre mauritanien de l'équipement et des transports. Les deux parties s'y sont engagés à prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires à la dynamisation du corridor Bamako-Nouakchott. Envoyé spéciaux, Tchédje Kamara, Yaya Kounati. Pas de navire à quai ce jour au port autonome de Nouakchott. C'est donc des infrastructures portuaires dans toute leur splendeur qu'a pu visiter la délégation d'opérateurs économiques maliens venus s'enquérir des réalités sur place. Visite guidée en bus à travers 15 000 hectares de domaines portuaires. La Mauritanie veut bien que son port baptisé celui de l'amitié soit désormais le port du Mali et développe les arguments pour. Les opérateurs maliens sont à la recherche d'un port qui pourrait répondre de façon efficiente à leurs attentes. Et le port de Nouakchott est candidat à ça. Il a la possibilité de répondre dans des délais absolument plus que satisfaisants pour les opérateurs maliens, en tout cas meilleurs que les délais qu'offrent les autres ports africains déjà encombrés, ça c'est d'une part. D'autre part, le port de Nouakchott rend un autre service au Mali et à ses opérateurs parce qu'il fait du Mali une porte d'entrée dans l'espace de l'Union monétaire ouest-africaine. Ce que la Mauritanie propose aujourd'hui aux opérateurs économiques maliens, c'est de faire du port de l'amitié un port d'importation mais aussi d'exportation. Le volume annuel du fret en transit ici pourrait ainsi, selon les autorités portuaires, atteindre rapidement les 600 000 tonnes. Le port se propose aussi de raccourcir au maximum les délais de livraison des marchandises sans oublier les coûts qu'il envisage de rendre très abordables. Un discours séduisant pour les opérateurs économiques maliens. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au port de l'amitié, qui est le port de Nouakchott. Pour la simple raison que nous avons visité les terre-pleins, nous avons vu les quais, les installations, nous avons vu les entrepôts, les espaces logistiques qui sont présents, mais qui ne sont pas utilisés. Pourquoi? Par manque d'opérateurs. Au fait, nous n'avons pas utilisé d'abord le corridor Nouakchott-Bamako. Ça sera la toute première fois si les choses vont très bien. Dans le domaine portuaire de la capitale mauritanienne, également des entrepôts destinés à recevoir le fret en partance de ou à destination de notre pays. Dans ce service qui joue un rôle de facilitateur pour les opérateurs économiques maliens, on estime qu'il y a là des avantages et une opportunité à saisir.
Nous avons 2 bons magasins de 3500 mètres carrés qui peuvent quand même accueillir une exportation. Et puis nous avons un terrain nu de 13 000 mètres carrés qui peut être aménagé à ce sens. Les préoccupations des opérateurs économiques maliens évoquées tout au long de la visite avec leurs homologues mauritaniens ont été soumises au ministre mauritanien de l'équipement et des transports au cours d'une séance de travail. Maliens et Mauritaniens ont ainsi décidé d'œuvrer ensemble à lever tous les obstacles qui se posent aujourd'hui à un partenariat mutuellement avantageux qu'ils entendent mettre en route le plus rapidement possible. Retour à Bamako, dans le cadre des préparatifs du sommet Afrique-France en janvier 2017 au Mali, l'ambassadeur Frédéric Clavier a visité les chantiers du pavillon présidentiel de l'aéroport international Modibo Keïta. Les travaux sont exécutés à 75%. Il a ensuite visité la nouvelle aérogare dont les travaux sont presque terminés. À la fin de la visite, les impressions de Frédéric Clavier, c'est au micro de Mamadou Fane. Nous sommes à 4 mois maintenant du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Nous sommes donc à un moment clé, à un virage que nous sommes amenés à devoir très bien négocier ensemble avec le président du comité national d'organisation, les autorités maliennes et les autorités françaises. Vous l'avez dit, je suis ici pour une courte visite avant de revenir avec des équipes françaises pour voir où nous en sommes. Là, nous sommes sur le nouvel aérogare. J'ai pu visiter également le chantier destiné au VIP. Je peux vous dire que c'est la satisfaction qui prime dans mon esprit, dans celle de l'équipe de France qui est venue à mes côtés. Je vois que beaucoup de travail a été accompli. Les choses sont prévues dans des agendas qui sont maintenant clarifiés et il y a un espoir tout à fait excellent, notamment pour l'aérogare où nous sommes, que pour le courant du mois d'octobre, la deuxième quinzaine du mois d'octobre, celui-ci soit terminé. De même pour la zone de VIP, j'ai pu la visiter, il y a encore beaucoup de travail à réaliser, mais je pense que raisonnablement, les choses seront terminées, je l'espère dans le courant du mois de novembre. Nous prendrons le relais d'ici quelques semaines pour la partie de l'aménagement, pour aménager le CICB pour le sommet. L'ambassadeur Frédéric Clavier est au micro de Mamadou Fane. Direction l'Assemblée nationale. Les honorables députés en plénière aujourd'hui, ils ont accepté le renvoi de la mise en œuvre de la loi des finances en mode programme en janvier 2018. Ce renvoi permettra à notre pays de finaliser ses textes sur l'harmonisation et de renforcer les capacités des acteurs chargés de la mise en œuvre du budget. Et c'est le ministre de l'économie et des finances, Boubou Cissé, qui défendait en question le projet de loi, nous signale Modibo Mariko. Ce projet est motivé par les besoins d'harmoniser les cadres juridiques dans l'espace UEMOA. Il devrait permettre à nos États d'exécuter le budget en mode programme d'ici le 1er janvier 2017. Au vu de l'évolution des choses, cette échéance est difficilement tenable et pour cause. Dans ce budget, il y a des innovations, le rapport en a parlé, il y a des changements de comportement qui vont avec, et il y a des nouveaux acteurs. Les acteurs ne sont plus les acteurs traditionnels que nous connaissons, qui sont dans la chaîne des dépenses publiques, qui sont essentiellement au niveau de l'administration centrale. Il y a des nouveaux acteurs qui vont intervenir, y inclus au niveau même de l'Assemblée nationale du Mali. Et donc, il fallait renforcer les compétences de ces nouveaux acteurs et s'assurer que chacun s'est approprié ce budget en mode programme et sera prêt à aller vers son exécution. Le budget programme, c'est quoi? C'est le budget qui est alloué à tous les secteurs, à tous les départements, mais qui a besoin d'un résultat au finish. C'est pourquoi on l'appelle budget programme. Et malheureusement, compte tenu du fait que toutes les conditions n'étaient pas réunies, même le renforcement des capacités au niveau des parlements n'avait pas vu le jour. La documentation, les logiciels qu'il faut mettre en place pour migrer vers cette nouvelle formule de gestion de l'argent public qu'on appelle budget programme, le ministre a compris que le Mali n'était pas prêt pour migrer vers cette nouvelle formule de gestion des finances publiques. C'est pourquoi aujourd'hui, il a demandé à notre auguste assemblée d'autoriser le gouvernement
à aller vers vraiment un autre renvoi. Impossible de tenir l'échéance, d'où la nécessité du report de la mise en œuvre du projet jusqu'en janvier 2018. Une fois adoptée, cette loi permettra à nos pays une meilleure préparation et exécution du budget d'État. Le basculement permettra entre autres 1. D'instaurer une véritable transparence dans la gestion des affaires publiques, 2. D'améliorer l'efficacité de la dépense publique, 3. D'adapter la gestion des finances publiques aux normes internationales. Pour le citoyen et l'Assemblée nationale, les documents budgétaires seront plus lisibles et l'action publique mieux adaptée aux bénéfices de tous. Le projet a été adopté à l'unanimité des députés présents, soit 109 pour, 0 contre et 0 abstention. Deux autres projets de loi sur table, notamment celui portant sur le changement climatique adopté le 12 décembre dernier lors de la COP21 à Paris et le projet portant loi électorale. Les débats concernant ce dernier projet ont été renvoyés à demain 15h. Et on nous signale également que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, reçoit en ce moment même à Koulouba le chef de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé. Nous retrouverons les échos de cette audience dans nos éditions de demain. 37e session du conseil d'administration de l'hôpital de Kati. Les administrateurs procèdent au contrôle des tâches du dernier conseil, les rapports d'activités médico-sociales, techniques et financières du premier semestre 2016. Là-dessus, le compte-rendu de Nounou Sissoko. La 37e session du conseil d'administration de l'hôpital de Kati passe en revue les activités menées à mi-parcours de l'année. En termes de soins de santé, il s'agit également de faire le point des réalisations d'infrastructures et d'amélioration de la qualité des services. Ce premier semestre de l'année 2016, 438 interventions chirurgicales, 10 493 consultations médicales, 1043 hospitalisations, 29 876 actes, examens de laboratoire, 6 789 actes d'imagerie médicale. La durée moyenne de séjour des malades à l'hôpital est de 11 jours. Les administrateurs vont aussi analyser la situation financière de l'hôpital au titre du premier semestre. Quant au budget 2016, qui s'élève à 1 744 53 000 francs CFA, a eu un taux de réalisation de 50,01% au 30 juin 2016. La subvention notifiée de l'État, s'élevant à 637 357 029 francs CFA, représente 70,50% des ressources mobilisées. Au terme des travaux, les membres du Conseil doivent formuler des recommandations pour l'amélioration des prestations ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital de Kati. L'ONG internationale Oxfam vient d'organiser un débat politique sur la contribution des mines au développement socio-économique du Mali. Le débat en question avait pour thème « Rôle des industries extractives dans la promotion d'une croissance économique durable et la création d'emplois ». Youssouf Diakité. Il s'agissait pour les responsables d'Oxfam d'ouvrir le débat sur la problématique de la contribution des mines au développement communautaire à la base, notamment les infrastructures socio-économiques de base en faveur des populations. C'était à la faveur de ce qu'ils ont appelé le dialogue politique. L'enjeu, c'est de voir comment le Mali et l'ensemble des Maliens devraient pouvoir bénéficier davantage des recettes et ressources qui sont mobilisables autour de l'industrie minière. Parce que nous constatons de fautes souvent de législation adéquate ou de mécanismes adéquats pour pouvoir renforcer le développement durable à travers les industries minières. Malgré certaines imperfections, le gouvernement de la République du Mali estime que les mines contribuent au développement des communautés à la base. Nous connaissons bien les impacts d'une mine. Donc la Soyonoc a fermé en 1991 et finalement le village était presque en ruine, il faut l'appeler ainsi. Parce que quand la Soyonoc a fermé, beaucoup de gens ont plié bagage. En ce qui concerne l'emploi, les mines, c'est vrai, n'emploient pas beaucoup, mais quand même, chaque emploi créé, ça fait à peu près 7 à 8 dépendances. Des mines comme Sadiola en pleine activité
Il y avait une centaine de camions de ce genre. Pour Oxfam, il s'agissait de créer un cadre de dialogue et de discussion pour les différents acteurs concernés par les questions minières. Les inégalités, la souveraineté alimentaire et la transformation structurelle. Le thème réuni pour 2 jours à Bamako, 25 représentants de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre organisée par l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement IRPAD vise entre autres à renforcer les capacités des organisations de la société civile ouest-africaine pour leur plaidoyer sur le programme de transformation structurelle. Le compte rendu de Aïssata Ibrahim Maïga. Cet atelier était d'une importance capitale pour nous parce que nous abordons une question qui est une question d'actualité pour tous les pays africains. Il s'agit de ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'Afrique. Les chefs d'État ont décidé à Addis Abeba de s'engager dans une dynamique pour que d'ici 2063, donc qui correspond au centenaire de l'Union africaine, pour que ce continent puisse sortir de la situation actuelle, la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Donc il s'agit d'un certain nombre de domaines clés de développement qui doivent connaître des transformations systématiques pour que l'Afrique retrouve sa place dans le concert des nations. Il y a des questions d'énergie, des questions d'industrialisation, de création d'emplois pour les jeunes, d'amélioration des conditions de vie des populations africaines. Il s'agit de la question des inégalités en Afrique. On le sait très bien que dès qu'on parle d'inégalité dans la plupart des espaces, on va tout de suite lier l'inégalité à la pauvreté. Tandis que l'inégalité va au-delà de la pauvreté. Donc on ne peut pas seulement dire qu'on fait des projets de lutte contre la pauvreté avec les revenus monétaires en parlant d'inégalité. L'inégalité est multidimensionnelle. Ça veut dire qu'il y a des questions sociales, des questions politiques, des questions économiques, etc., etc. Et dans la plupart des cas, la question politique est beaucoup plus importante que les autres aspects. Donc nous avons abordé cette question et la mettre en lien avec la transformation de l'Afrique, structurelle de l'Afrique. Nous avons aussi discuté de la souveraineté alimentaire. Comme vous le savez, la question de la production, la question de l'alimentation, de façon spécifique, sont des questions aujourd'hui majeures en Afrique. Revenons à présent sur le ballet diplomatique à Koulouba. Cet après-midi, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu les lettres de créance des 6 nouveaux ambassadeurs à Amadou Sankaré pour le compte-rendu. Koulouba ouvre ses portes à 6 nouveaux ambassadeurs. C'est donc une après-midi dédiée à la diplomatie. Le Royaume des Pays-Bas m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Wolf Volker Oppoel, le nouvel ambassadeur des Pays-Bas au Mali, du haut de ses 60 ans, est un économiste et journaliste. Diplôme obtenu en 1982 à l'université de Groningen. Quelques années après, il entre au service du ministère néerlandais des Affaires étrangères. Débute ainsi une riche carrière diplomatique qui le conduira au Mozambique, au Burundi, au Rwanda, à la Haye. En octobre 2013, les Pays-Bas ont apporté un appui important au secteur de la justice au Mali. Après les Pays-Bas, place au Japon. Ce diplômé de l'université de Doshiha, faculté des sciences économiques, a fait ses premiers pas en diplomatie en 1982. C'est ainsi qu'il a été, entre autres, premier secrétaire de l'ambassade du Japon au Cambodge, premier secrétaire à la mission permanente du Japon auprès des organisations internationales à Genève. Entre 2013 et 2016, le Japon a apporté une contribution financière d'environ 80 milliards de francs CFA au Mali. Les diplomates japonais entendent donner encore des ailes à cette coopération. Cette fois-ci, c'est une dame, Helga Pryce. Née en 1974 à Budapest, elle représente désormais son pays au Mali. Avec un master en relations internationales obtenu en 2002, a été ministre conseillère à l'ambassade de Hongrie à Paris. Directrice générale adjointe département de l'Afrique et du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères de son pays, mariée, mère de 2 enfants, Helga Pryce ambitionne de rapprocher davantage Bamako et Budapest. C'est un général de division qui entend donner de la cadence à la coopération entre le Bangladesh et le Mali. Ancien ministre des Affaires étrangères, Shahibul Haq a travaillé à l'Organisation internationale sur les migrations basée à Genève. Ce diplômé de l'Université de Dakar, spécialité protection sociale, connaît bien les rouages de la diplomatie pour avoir servi dans plusieurs pays à travers le monde. Aujourd'hui, il se dit très heureux
de découvrir le Mali. 26 ans sur les marches de la diplomatie, c'est l'expérience du nouvel ambassadeur d'Italie au Mali, Francesco Paolo Venier, qui a été entre autres secrétaire commercial au Guatemala, premier secrétaire commercial de l'ambassade d'Italie à New Delhi, consul général à Montréal et représentant permanent près de l'organisation de l'aviation civile internationale, mais également ambassadeur de son pays à Brazzaville. C'est lui qui est chargé de donner un coup de fouet à la coopération entre son pays et le Mali. Enfin, le Kenya. Moins de 2 semaines après le sommet de la TICAD 6 qui avait réuni Japonais et Africains, où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait salué cette amitié entre le Mali et le Kenya, le pays de Jomo Kenyatta envoie son représentant à Bamako. Une première. Le président Keïta était visiblement très heureux et pour lui, c'est une réussite diplomatique. Tous ces diplomates se sont engagés à développer les relations d'amitié et de coopération entre leurs pays respectifs et le Mali. Et vous pourrez suivre après ce journal et les dossiers sur l'agriculture les messages suivants du président de la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali, des présidents des livreurs et revendeurs de pain. Ces messages font suite à une concertation avec le ministre du Commerce. Voilà, c'est tout pour ce journal. Grand merci à nos téléspectateurs de Bamako. Demain, 10h-13h, à Maramali Diallo pour les éditions du soir. Aoué Touré vous donne rendez-vous. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes.